Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de travailler sur une notion qui est vraiment un grand classique en économie, qui est au programme de l'enseignement de sciences économiques et sociales dès la classe de première. Cette notion, c'est le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est un concept qui a été développé par un économiste, un mathématicien, Albert Tucker, dans les années 50. Le dilemme du prisonnier, c'est une application de ce qu'on a coutume d'appeler la théorie des jeux. Qu'est-ce qu'un jeu? Un jeu, c'est une situation où deux ou davantage d'acteurs sont en interaction stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun des acteurs a une décision à prendre, mais que les effets de sa décision dépendent de la décision qui va être prise par les autres acteurs. Tucker, pour illustrer ce problème, utilise l'image de deux prisonniers, ou plutôt de deux suspects, que la police soupçonne d'avoir commis un cambriolage. Elle les interroge séparément et leur propose un marché. Voyons en quoi consiste le marché proposé par la police. Nos deux suspects ont été arrêtés, séparés et placés chacun dans une pièce différente afin qu'ils ne puissent pas communiquer. Donc lui, c'est le suspect, lui, c'est un des policiers qui l'interroge. Ce policier lui propose un marché. Il lui propose, premièrement, si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écopera de 10 ans de prison. Deuxième proposition, si tu le dénonces et lui aussi, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Enfin, troisième proposition, si personne ne se dénonce, vous aurez tous les deux 6 mois de prison. Le policier précise que, bien sûr, nous faisons la même proposition à l'autre suspect. Alors, dénoncer ou ne pas dénoncer, que vas-tu décider? Tel est le dilemme. Notre suspect réfléchit et puis il se dit que pour y voir plus clair, je vais résumer votre proposition dans un tableau. Alors lui ne le sait pas, mais nous on le sait, le tableau que le suspect va représenter s'appelle une matrice des paiements. Cette matrice des paiements, voilà à quoi elle ressemble. Donc elle représente la peine encourue, donc en nombre d'années de prison, par chaque suspect, en fonction de la décision qu'il prend, donc dénoncer ou ne pas dénoncer, mais aussi de la décision que l'autre suspect va prendre. Et évidemment, chacun ne connaît pas à l'avance la décision qui va être prise. Comment lire ce tableau? Donc, à gauche, on a ici les peines de prison encourues par le suspect A. Et donc à droite, les peines de prison encourues par le suspect B. Prenons le cas où A dénonce B. Donc on est ici dans la ligne du bas du tableau. La conséquence pour A va être différente selon que B ne dénonce pas ou dénonce. Donc si A dénonce et que B ne dénonce pas, alors, c'est le chiffre ici, il sera remis en liberté. 0 année de prison. S'il prend la même décision, donc dénoncer B, mais que B, lui, le dénonce, alors il écopera de 5 ans de prison. C'est le chiffre ici. Donc en moyenne, si A décide de dénoncer son collègue, eh bien, il encourt une peine de prison de 2 ans et demi. On a fait tout simplement la moyenne entre 0 et 5. Appliquons le même principe dans le cas où A ne dénonce pas son complice. On est donc dans la ligne du haut, ici. Donc si A ne dénonce pas B et que B ne dénonce pas non plus, on est donc dans ce cas de figure ici, il écopera de 6 mois de prison, c'est-à-dire une demi-année. Même chose, si A ne dénonce toujours pas mais que B lui dénonce, on sera dans ce cas de figure-là et A écopera de 10 ans de prison. Autrement dit, si on fait la moyenne des deux peines encourues, lorsque A décide de dénoncer, il peut
craindre en moyenne une peine de prison d'un peu plus de 5 ans, 5,25 ans. Donc évidemment, le calcul est vite fait. Entre risquer 2 ans et demi de prison en dénonçant son complice ou risquer un peu plus de 5 ans de prison en ne le dénonçant pas, le choix est simple. Si notre individu est rationnel, s'il réfléchit, il a donc tout intérêt à dénoncer son complice. Et bien entendu, il n'y a aucune raison de penser que son complice ne va pas faire exactement le même raisonnement. Autrement dit, les deux complices vont tous les deux se dénoncer réciproquement. Donc, compte tenu de ce qu'on vient de dire, la situation à laquelle on va nécessairement parvenir, c'est celle-là. Celle où chaque suspect va écoper de 5 ans de prison, puisque chaque suspect, cherchant son intérêt personnel, va avoir tendance à dénoncer l'autre. Est-ce que c'est la meilleure situation? Certainement pas. On voit que si les deux ne s'étaient pas dénoncés, alors ils auraient écopé d'une peine de prison de 6 mois chacun. Donc finalement, en cherchant son intérêt personnel, on arrive à une situation qu'on va qualifier de sous-optimale. C'est également ce qu'on appelle un équilibre de Nash, du nom de l'économiste qui a mis en évidence ce genre de situation dans les années 50. Cette situation où finalement chacun se méfie de l'autre, où chacun cherche son intérêt personnel, n'est donc pas la meilleure. La seule façon d'atteindre la situation optimale, ça aurait été de se faire confiance, de collaborer et de pouvoir compter sur la collaboration du suspect avec qui on ne peut pas communiquer. Donc on voit, rechercher son intérêt personnel n'est pas toujours compatible avec la maximisation du bien-être collectif. Donc au final, ce qui est fondamental de retenir, c'est que la recherche de l'intérêt personnel peut conduire à des situations qui ne sont pas idéales d'un point de vue collectif. Autrement dit, la recherche de la coopération, de la confiance, des ententes conduisent à des situations qui sont collectivement les meilleures. Meilleures en tout cas que les situations qui résultent de la seule recherche de l'intérêt personnel. Ce dilemme du prisonnier, il trouve des applications extrêmement vastes en économie. On aura l'occasion d'y revenir en classe. On peut appliquer ce genre de modèle pour l'analyse de ce qu'on appelle notamment les biens communs, ou bien encore en économie industrielle pour analyser les stratégies des entreprises et démontrer que les guerres de prix, donc la recherche de profit à court terme, ne sont probablement pas, en tout cas pas toujours, la meilleure des solutions pour maximiser les profits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a paru claire et je vous dis à bientôt.